Bonsoir à tous. Éclairage cette semaine sur le Venezuela en pleine crise politique et sociale. Le pape François évalue la possibilité d'une nouvelle médiation à la demande de Nicolás Maduro. Décryptage sur cette crise et sur la médiation éventuelle de l'Église avec notre invité Maurice Lemoine, journaliste spécialiste de l'Amérique latine, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique que l'on entendra dans quelques instants. Et puis l'actu des églises, c'est aussi la venue à Lourdes du cardinal Taglé, archevêque de Manille, pour y célébrer la messe pour la journée mondiale du malade. Nous entendrons cette grande figure de l'Église. Et puis le pape François, vous le savez, se rendra au Maroc les 30 et 31 mars prochains. Le programme de sa visite a été publié. Nous entendrons à ce sujet le père Daniel Nourissa, responsable des relations avec la presse pour la visite papale. Mais tout de suite, on commence avec quelques éléments à retenir sur le Venezuela. Le Venezuela est situé en Amérique du Sud. Il est bordé par la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique. Il est frontalier avec la Colombie, le Brésil et le Guyana. Sa population est d'environ 31 millions d'habitants. Côté religion, le Venezuela compte 96% de catholiques, 2% de protestants et 2% sont d'autres religions. Depuis le 23 janvier, le Venezuela connaît une situation inédite. À sa tête, Nicolás Maduro, président élu, qui entame son deuxième mandat, et puis un président autoproclamé par intérim, Juan Guaidó. Alors cette crise politique vient s'ajouter à une grave crise économique et sociale. La population fait face à des pénuries alimentaires et de médicaments. La crise au Venezuela, en quelques chiffres, selon la Caritas, à prendre avec précaution. Alors près de 4 millions de Vénézuéliens auraient quitté le pays, une migration qui serait en train de dépasser la crise des réfugiés syriens. L'inflation vertigineuse a atteint 24 000%. Là aussi, encore difficile d'établir la réalité de ces chiffres entre mai 2017 et mai 2018. Et puis enfin, faute de pouvoir se payer assez de nourriture, chaque Vénézuélien a perdu en moyenne 10 kilos l'an dernier. Dans ce contexte, l'Église est en première ligne pour aider les plus fragiles. On retrouve Maurice Lemoine, journaliste spécialiste de l'Amérique latine. Maurice Lemoine, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez venu nous parler des racines de la crise il y a 2 ans environ. Aujourd'hui, on se dit que la situation serait grave en fait. Les racines sont les mêmes. Ouais. Les racines sont les mêmes avec une phase particulièrement aiguë en ce moment, c'est vrai. En fait, la phase actuelle, on peut la faire remonter à la mort de Chavez en 2013 et l'élection de Nicolás Maduro, dont l'opposition a considéré que, n'étant pas Chavez, on allait lui pouvoir s'en débarrasser. Bon. Et en fait, on a affaire au Venezuela, alors ce que je considère comme une opération qui est menée depuis l'extérieur. C'est-à-dire que l'opposition vénézuélienne est très divisée entre ce que j'appelle une droite civilisée, qui a participé à la dernière élection présidentielle avec le candidat Henry Falcón, qui est un authentique candidat conservateur, et puis une droite radicale, y compris une extrême droite. Bon. Et souvent, les journalistes, mes confrères ou même moi, on met dans le même sac toute cette opposition. En réalité, il y a évidemment des gens parfaitement respectables dans cette opposition. Sauf qu'au sein de cette opposition, c'est le secteur radical qui a pris le dessus. Et du fait de cette division, c'est Washington qui a pris la direction des opérations et qui, en réalité, a nommé ce président autoproclamé Juan Guaidó, qui n'a aucune légitimité. Je le dis, pas parce que c'est mon opinion, simplement là, tout récemment, le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a dit que l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de sécurité des Nations Unies reconnaissent le président Nicolás Maduro comme président légitime du Venezuela. Alors justement, aidez-nous à comprendre un peu, parce qu'on a entendu aussi Emmanuel Macron, l'Union européenne, plusieurs pays qui ont appuyé cette candidature spontanée ou pas, je ne sais pas, de Juan Guaidó, mais effectivement, sur quel fondement ? Écoutez, évidemment, il faudrait essayer de comprendre pour la France quelles sont les raisons qui poussent le président Macron à reconnaître un président autoproclamé qui n'est pas reconnu par la communauté internationale. On ne va pas rentrer dans le débat franco-français, mais en gros, tuer Maduro, c'est tuer la France insoumise. C'est-à-dire que là, on est dans une opération de politique intérieure. Vous savez que lorsque beaucoup de médias reçoivent Jean-Luc Mélenchon ou Éric Coquerel ou Alexis Corbière, la première question qu'on leur pose, c'est pas sur l'environnement, c'est sur le Venezuela. Bon.
Par ailleurs, il y a un vieux tropisme euro-américain qui fait qu'on suit les États-Unis, même quand on a des conflits avec Donald Trump. Et d'une certaine manière, c'est sans doute une manière d'amadouer un peu Trump en disant, bon, on vous laisse le Venezuela, soyez un peu plus indulgents avec nous sur l'Iran, par exemple. Et justement, parce qu'on a vu un peu de polarisation, parce que Maduro a eu le soutien, en revanche, de la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie. C'est quoi? C'est l'espèce de relan de la guerre froide, là? Il se passe quoi? C'est quoi l'enjeu international Oui, aussi? il y a des vieux relents de guerre froide. Et il y a aussi, sans doute un combat feutré entre ceux qui prônent le multilatéralisme et ceux qui sont dans une logique un peu impérialiste, excusez-moi d'employer le terme, dans lequel les États-Unis et l'Union européenne seraient les maîtres du monde. Donc on le sent bien, vous avez cité à juste titre la Russie, la Chine, mais il y a aussi l'Afrique du Sud, il y a l'Union africaine a envoyé un message de soutien à Nicolas Maduro, c'est-à-dire qu'en fait les 3/4 de la planète ne reconnaissent pas Guaido et soutiennent Nicolas Maduro. L'une des raisons, sans doute, la question que vous posiez sur pourquoi cette offensive aussi brutale de Washington, c'est que Washington voit d'un très mauvais œil le Venezuela, mais d'autres pays d'Amérique latine, établir des relations commerciales, économiques avec la Russie, avec la Chine, c'est-à-dire bousculer quand même l'ordre du monde traditionnel. Donc il y a des vrais enjeux autour de ce pays, en fait. Oui, indépendamment du fait que le Venezuela est le pays qui possède les plus importantes réserves de pétrole du monde. C'est peut-être ça aussi la vraie raison. Bien sûr, les 4e réserves d'or. Et si on prend la position, non pas de l'Union européenne, parce que l'Union européenne est divisée, vous avez des pays comme l'Italie, la Grèce, la Roumanie qui ne suivent pas les Macron, etc. Il y a aussi sans doute, alors là j'émets une hypothèse, le fait que l'un des projets économiques de l'opposition, ça le revenait au pouvoir au Venezuela, c'est de privatiser. Et là évidemment pour les multinationales européennes, il y a un marché à faire, comme ils l'ont fait dans les années 90. Ouais. Bon, il y a toujours des intérêts évidemment derrière, tout ça ne vient pas par hasard. On va parler aussi de cette situation assez dramatique pour la population. Et je vous propose d'écouter le témoignage du père Georges Angel, qui est prêtre du diocèse de Nancy, prêtre depuis plus de 15 ans dans la paroisse El Salvador, située dans un quartier populaire de Caracas. On en parle juste après. Les gens aujourd'hui meurent de faim au Venezuela. Le dernier rapport de Caritas International du mois de novembre manifestait que 65% des jeunes de moins de 11 ans étaient dénutris. En un mois, j'ai perdu 4 kilos là où j'étais, dans la paroisse où je suis. Et encore, on n'est pas parmi les plus mal lotis parce qu'on avait des pâtes, on avait un peu de riz. Je vois par exemple, moi dans ma paroisse, on essaye de chaque semaine d'organiser des distributions de repas dignes. C'est-à-dire qu'on a toute une équipe qui fabrique des repas, et qui va porter des plateaux repas dans les endroits où les gens cherchent effectivement leur nourriture, c'est-à-dire dans les dépôts d'ordures. Il est sûr que si jamais le gouvernement actuel maintient sa position de refuser l'aide internationale, on va aboutir à un point de non-retour où effectivement on risque d'aboutir à une guerre civile. Votre regard là-dessus, il y a un vrai risque de guerre civile. Alors, on en est là. Dans ce que je viens d'entendre, il y a une réalité, c'est qu'effectivement, il y a une crise terrible qui affecte les Vénézuéliens dans leurs conditions de vie matérielles, quotidiennes. Assez généralisée, en fait. Assez généralisée, dans la mesure où, effectivement, vous avez des pénuries. Après, la question est de savoir si elles sont naturelles ou organisées. Alors là, il faudrait rentrer dans ce qu'on appelle la guerre économique. Sur les chiffres, alors vous m'avez amusé quand vous avez présenté l'émission en disant l'an dernier, les Vénézuéliens ont perdu 10 kilos. Alors ça là-dessus. Alors c'est là-dessus, donc on est en 2000. Caritas qui est. Non, mais je vous explique un peu pourquoi ça m'a fait sourire. On est en 2019, vous dites, sur la foi d'information que vous recevez, les Vénézuéliens ont perdu 8 kilos l'an dernier. Sauf que l'an dernier, moi j'ai lu partout dans la presse que l'année précédente, les Vénézuéliens ont perdu 10 kilos. Alors en 2017-2018. Oui, mais en 2017, j'ai lu qu'en 2016, les Vénézuéliens ont perdu 10 kilos.
Ce qui veut dire en gros que si j'en suis Oui. les médias, Oui. ils ont perdu 30 kilos. Oui, bien Là, sûr. je vous invite à regarder les reportages à la télévision et vous allez voir que les Vénézuéliens n'ont pas perdu 30 kilos ou alors ils étaient obèses au départ. Non, mais si on prend sur C'est pas- le critère d'une année, 2017-2018. Non, mais là, oui, mais cette information, elle se répète d'année en année. Ah oui, et donc, d'accord. Ok. ça ne va pas, ça ne D'accord. colle pas. Ok, bien sûr. Regardez les images de la télévision, y compris les manifestations de l'opposition, vous allez voir des gens normaux. Je veux dire, D'accord. c'est pas Donc des ça, Somaliens. qu'est-ce que c'est que ce chiffre alors? Bah ça, là, pour le coup, on est dans la guerre médiatique. Ouais. On est dans la guerre médiatique. Il y a des réels problèmes. Ouais. Mais le Venezuela n'est pas la Somalie. Hein, ce qui a été décrit, c'est juste. Hein, bon. Sauf que le gouvernement... Il y a un sabotage des réseaux de distribution au Venezuela. C'est-à-dire que les produits vénézuéliens, vous les trouvez soit au marché noir, 10 fois plus cher, mais là, c'est une guerre organisée. Soit ils partent en contrebande en Colombie. Et de sorte qu'on affame les Vénézuéliens. Le gouvernement vénézuélien a mis en place ce qu'on appelle les comités locaux d'approvisionnement, dans lesquels, une fois par mois, il approvisionne la population en produits de première nécessité. Alors, qui affame? Ça n'est pas très satisfaisant, mais voilà, c'est le... Bon. Qui affame? Qui affame le peuple? Alors, là, évidemment, ce que je vais vous dire, c'est que c'est controversé. Hein. Donc, non, mais je vous le dis. Hein, je vous le dis. Il y a une guerre économique. Par exemple, le père que je viens d'entendre dit si le gouvernement n'accepte pas une aide humanitaire, on va à la catastrophe. Oui, parce qu'il y a cette question qui est en ce moment en jeu, voilà. C'est-à-dire d'aider via des pays limitrophes, voilà. La Colombie, le Brésil, des aides humanitaires. Pour l'instant, Maduro refuse. Il refuse. Ouais. Pourquoi il a raison. Pourquoi est-ce qu'il refuse? On peut en discuter. Ouais. Là, je ne vais pas vous donner mon opinion, mais je vais vous donner un fait. J'ai ici 12 pages, 12 feuillets des sanctions américaines contre le Venezuela. Je ne vais évidemment pas vous les lire. Hein. Bon. Les États-Unis la proposent, dans le cadre de l'aide humanitaire, très médiatisée, 20 millions de dollars d'aide aux Vénézuéliens. Si je vous lisais l'ensemble de ces sanctions, vous comprendriez la manipulation. Par exemple, je prends 2-3 exemples très rapides. La Banque d'Angleterre refuse de rendre au Venezuela 1,2 milliard de dollars d'or que le Venezuela veut récupérer, qui lui appartiennent. Vous avez un organisme qui s'appelle Euroclear en Europe, qui est celui qui établit les transactions financières, qui retient 1,6 milliard de dollars du Venezuela dans le cadre des sanctions imposées par les États-Unis. Vous avez la Citibank, il n'y a pas très longtemps, qui a refusé les versements pour 300 000 doses d'insuline. C'est-à-dire qu'il y a une politique d'agression des États-Unis qui tend à affamer les Vénézuéliens pour qu'ils se retournent contre le gouvernement de Maduro. D'accord. D'accord, ça c'est l'analyse politique. C'est le cœur du problème. C'est le cœur du problème. Mais alors dites-nous, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la population trinque. La population souffre. Alors, ma thèse, là encore, elle n'est pas partagée par tout le monde, cessons les sanctions, que le Venezuela puisse importer de l'alimentation et des médicaments. Et le problème, il sera en partie résolu, y compris, alors là encore, moi ce n'est pas mon opinion personnelle, parce qu'on a chacun son opinion, c'est le porte-parole du secrétaire général de l'Assemblée des Nations Unies qui a dit que les sanctions américaines violent le droit international. On a le même phénomène, les États-Unis imposent des sanctions à l'Iran. Moi je n'ai pas de sympathie particulière pour l'Iran. Trump a clairement annoncé qu'il faut faire s'effondrer l'économie. Il y a récemment, avec la Turquie, c'est pareil, je n'ai pas de particulière sympathie pour la Turquie, Trump, dans un tweet rageur, a dit « je vais faire s'effondrer ton économie ». C'est quand même extrêmement grave. Si on se base sur le droit international, on ne peut pas affamer des populations uniquement pour changer un gouvernement. Donc là, effectivement, je défends une thèse qui est proche de celle du gouvernement du Venezuela, mais qui me semble-t-il... Vous appuyez ce gouvernement ou pas? Pardon? Vous appuyez ce gouvernement? Je ne l'appuie pas, j'essaie de comprendre ce qui se passe. J'ai plutôt une sympathie, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais je peux aussi être objectif. Si on avait le temps, on est à la télévision, on pourrait parler longuement des erreurs éventuelles que fait le gouvernement, des raisons pour lesquelles il a une responsabilité dans la crise. Mais cette crise, elle est démultipliée par l'agression internationale. Voilà le fond du problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a effectivement cette question d'une aide éventuelle qui arriverait des pays voisins. Est-ce qu'il faut la déclencher? Cette aide, elle est considérée comme une provocation par le gouvernement vénézuélien. Ouais. Précisément parce qu'on leur bloque, là encore, excusez-moi, je continue, mais il y a 7 milliards, les actifs du Venezuela aux États-Unis, à travers une compagnie pétrolière Citgo, 7 milliards viennent d'être confisqués par les États-Unis. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Basons-nous, là encore, sur le droit international. Moi, j'essaie de rester dans ce cadre-là. Le CICR, donc le Comité international de la Croix-Rouge, a dit qu'il ne participerait pas à cette opération. Parce que, et en particulier le représentant du CICR en Colombie, vous savez que la Colombie, c'est le centre
d'où est censée être distribuée cette aide. Il a dit, là, la semaine dernière, on est cette semaine-là, il a dit qu'il n'y participerait pas parce que ça n'est pas une opération humanitaire, mais une opération politique. Et bon, voilà, donc j'essaie de prendre des éléments. Caritas est assez mal à l'aise dans cette affaire. Pourquoi ? J'ai vu... Précisément parce que tout le monde se rend bien compte qu'il s'agit d'une opération de propagande. Vous avez toutes les caméras du monde entier qui sont en ce moment à Cúcuta, sur la frontière colombienne, pour nous expliquer que le peuple vénézuélien est en train de mourir de faim, alors qu'en réalité, l'opération est destinée à faire tomber Maduro. Voilà. Et Caritas ne s'est pas positionné pour l'instant. Il a dit qu'il participerait si le respect des droits de la personne et si les formes légales étaient respectées. Voilà. Le CICR a dit qu'il ne participerait pas sans l'autorisation du gouvernement de Maduro. Et le gouvernement de Maduro dit, et là pour le coup, oui, je le soutiens, cessez les sanctions internationales. Rendez-nous ce qu'on nous vole, parce que c'est une opération de piratage. Je veux dire, les États-Unis viennent d'annoncer qu'à travers la saisie de Citgo, cette compagnie aux États-Unis, ils vont empêcher la rentrée en devises de 11 milliards de dollars l'an prochain, enfin cette année 2019. On est dans une... C'est pas nouveau. Je veux dire, indépendamment de l'opinion qu'on peut avoir sur tel ou tel régime, c'est des opérations qui ont été mises en œuvre contre Cuba en 1960, l'embargo contre Cuba. C'était ça, contre Salvador Allende au Chili en 1973. C'est la population qui souffre. Et c'est la population qui souffre, bien évidemment. Oui. Et l'objectif, c'est qu'elle se retourne contre Maduro. Alors, on va parler aussi de l'Église du Venezuela, qui a fait plusieurs déclarations, évidemment, au fil des mois. Le 10 février, en tout cas, a été lancé à l'initiative des évêques, des religieux, des laïcs également, un appel à la prière pour la paix, la réconciliation, la liberté dans les églises et les familles, et qui établit qu'effectivement, dans le centre du pays, est en cours une situation dramatique. Les signataires appellent à une transition pacifique qui porte à des élections libres et légitimes, afin de reprendre la route démocratique. Alors l'Église, elle souhaite un changement de régime, un changement politique. Alors, il y a, si on prend l'Église avec un grand E majuscule, en tant qu'institution, il y a plusieurs positions. Oui. Il y a la position de la conférence des évêques vénézuélienne qui est alignée sur l'opposition, mais depuis 1998, c'est pas nouveau. Elle est déjà très opposée à Chavez. Il y a les catholiques vénézuéliens, qui sont répartis dans les deux camps. Oui. Il y a les représentants d'une église populaire, je pense au Padre Numa Molina, qui sont eux dans la logique, la tradition de la théologie de la libération, donc qui sont plutôt du côté de Maduro. Et puis il y a le pape, qui est entre tous ces interlocuteurs, tous ces acteurs, et qui essaie de trouver une position, de son point de vue, sans doute intermédiaire. Alors, on va justement écouter le pape qui s'est exprimé à ce sujet, puisqu'il a reçu une demande de la part de Nicolás Maduro de médiation à travers une lettre. Et donc, il faut savoir aussi que le 11 février, une délégation de l'opposition au régime du président a été reçue à la secrétairerie d'État du Saint-Siège. Et puis, quelques jours auparavant, le 5 février, à bord du vol de retour d'Abu Dhabi, le pape avait avoué devant la presse n'avoir pas encore lu cette fameuse lettre de Nicolás Maduro, tout en affirmant qu'une médiation était possible si les deux parties voulaient dialoguer. On l'écoute. Ma perché prendiamo l'ultimo passo, una mediazione, ci vogliono la volontà di ambedue le parti. Saranno ambedue le parti a chiederla. È stato il caso di Argentina e Cile. No? La Santa Sede nel Venezuela è stato presente nel momento del dialogo che c'era il suo compatriota Rodríguez Zapatero, una prima riunione con Monsignor Cerri, l'iniziale, e poi ha continuato con Monsignor Celli. E lì è stato partorito un topino, niente, fumo, no? Adesso non so, io vedrò quella lettera e vedrò cosa si può fare, ma le condizioni iniziali siano che ambedue le parti le chiedano. Noi siamo sempre disposti. Alors, comment vous
percevez ces paroles du pape Alors, Maurice c'est Lemoine? précisément celle que je voulais vous citer. Il se trouve que là, pour le coup, on l'a en direct. On le sent. Je veux dire, il demande à ce que les deux parties soient... Ça, c'est logique. Demande, oui. Ouais. Sauf que cette déclaration qu'il a faite a été très fortement critiquée, d'une manière assez diplomatique, bien sûr. Par qui? Par le recteur de l'Université catholique Andrés Bello, Donc, José Virtuoso, au Venezuela, qui, alors en termes quand même choisis, a reproché au Vatican de ne pas prendre position, parce qu'en réalité, lorsque le pape dit qu'il veut avoir l'accord des deux parties, l'opposition lui demande de se rallier à la thèse de l'opposition. Hein, donc là, on sent qu'il y a une tension, Ouais. et le pape, à sa manière, résiste à cette tension. C'est-à-dire qu'il ne veut pas couper les ponts avec le président Nicolas Maduro. Voilà, Bon. c'est ça. Là, c'est un débat qui traverse, pour le coup, l'Église en tant que telle. Alors justement, quelles sont les sensibilités là-dessus? Le pape d'un côté, vous dites, l'entourage qui est peut-être... Il y a une forte Ouais. pression au Vatican. Hein. Il y a une forte présence vénézuélienne, on l'ignore bien souvent. Alors je vais vous parler en termes de profane. Le numéro 2 du Vatican, qui est Monseigneur Parolin, Ouais, est italien, mais il a été nonce apostolique au Venezuela à ouais. l'époque de Chavez. Et il n'avait pas un amour immodéré de Chavez. Hein. Et puis le numéro 3, qui est en gros le ministre de l'Intérieur, qui a été nommé en octobre 2018, est un Vénézuélien. Il s'appelle, alors je prends ma note parce que je ne suis pas un hyper spécialiste, Monseigneur Edgar Peña. Il est vénézuélien, il est hostile à Chavez. On a le nouveau supérieur des Jésuites, qui est un Vénézuélien également, qui s'appelle Arturo Sosa. Alors lui, parfois, il a été accusé d'être chaviste, parce qu'il a une vieille histoire. Vous vous souvenez quand, le 4 février 1992, Chavez avait tenté un coup d'État contre le président Carlos Andrés Pérez, et c'est le jésuite Arturo Sosa qui en avait demandé, que Chavez avait demandé pour assurer sa sécurité. Et donc, voilà. Mais on a une forte présence, et on a une demande implicite de la hiérarchie catholique vénézuélienne en direction du Vatican d'intervenir et de prendre parti. C'est-à-dire, en gros, de reconnaître Guaidó, ce que le pape ne veut pas faire, et de mon point de vue, il a raison. Merci beaucoup, Maurice Lemoine, à suivre donc ce qui se passe au Venezuela. On va évidemment y être attentif. Le cardinal Taglé, l'archevêque de Manille, participait ces jours-ci aux journées de Lourdes qui se sont tenues du 8 au 11 février sur le thème pastoral de l'année 2019 dans la cité mariale Heureux vous, les pauvres. Le 11 février, il a célébré la messe pour la journée mondiale du malade. Alors en tant que président de Caritas Internationalis, eh bien, il est intervenu sur les pauvretés mondiales. Quels sont pour lui aujourd'hui les défis pour l'Église? Sur cette question, on écoute sa réponse recueillie à Lourdes par Joël Luzinko. What the church is being asked to do more is the formation of conscience, the formation of personal, individual consciences, and the formation of global, social, communitarian consciences. The first challenge is to keep on reminding the world that human beings matter, and that we should always have what we call the personal mode of thinking. Because nowadays, our mode of thinking is commodity, object. We look at everything as an object to be used, and we think of the interest. What can we gain from this object? But human beings are not to be used, you know? So one of the challenges for the church is how to bring back that person, the view of the person, and not to be dominated by the commodity, functional, pragmatic view that erases human beings. Le pape François se rendra au Maroc les 31
30 et 31 mars prochain, le programme de sa visite a été publié. Parmi les rendez-vous, la célébration d'une messe à Rabat, à laquelle entre 8 et 10 000 fidèles sont attendus. Il faut savoir que la communauté chrétienne au Maroc compte environ 25 000 fidèles, dont 2 500 dans l'archidiocèse de Tanger, et les autres se trouvent dans l'archidiocèse de Rabat. Cette communauté catholique du diocèse de Rabat, en constant renouvellement, est composée d'une trentaine de prêtres et religieux prêtres, d'une centaine de religieuses de diverses congrégations, d'anciens du Maroc, de coopérants venus de nombreux pays d'Europe et du monde, et aussi de nombreux étudiants venus de pays d'Afrique subsaharienne, ainsi que de migrants en quête d'un avenir meilleur. Le pape invitera les chrétiens à être des serviteurs d'espérance, selon le thème de sa visite, un encouragement attendu par les chrétiens sur place, selon le père Daniel Nourissa, responsable des relations avec la presse pour la visite papale, joint par téléphone par Gabriel Kéry. Nous souhaitons vraiment que François vienne nous fortifier dans cette capacité à servir l'espérance des personnes qui vivent là, les personnes marocaines, les plus pauvres du Maroc, mais aussi ceux qui veulent vraiment construire le Maroc de demain, les migrants qui sont de passage dans des situations difficiles, tous les étrangers qui vivent là et qui essayent de trouver leur place dans ce pays-là. Mais je pense aussi à tous les étudiants qui viennent étudier au Maroc, qui constituent une grosse partie de la population de nos églises et qui veulent vraiment essayer de pouvoir servir le développement de leur pays. Ils apprennent ici à faire de l'Union africaine, ils apprennent au Maroc à voir qu'on peut gouverner, travailler autrement que chez eux. Et notre Église leur apprend aussi des acteurs de l'Église. Sans eux, nous ne pourrions pas exister comme Église. Et donc, je crois que notre Église a un grand rôle pour aider ces jeunes à être des citoyens du monde, citoyens de leur pays, citoyens de l'Évangile, citoyens du Royaume. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Très bonne semaine à tous. À mercredi prochain. Au revoir.